Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Le procès Corneille Nangaa s'est poursuivi ce jeudi 25 juillet à la prison militaire d'Endolo. Pour cette deuxième journée, la Cour a procédé à l'audition des différents présumés en détention à Kinshasa. Et l'Afrique du Sud s'attend finalement à expédier 76,8 millions de cartons d'orange, soit 1,15 million de tonnes du fruit sur le marché international en 2024. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit tantôt, poursuite ce jeudi 25 juillet du procès opposant l'autorité militaire à Corneille Nangaa à la prison militaire de Ndolo. La Cour a procédé pour cette deuxième journée à l'audition des différents présumés qui sont en détention à Kinshasa. Parmi ces 5 détenus, 2 seulement ont reconnu leur appartenance à l'AFC des Corneille Nangaa et les 3 autres ont nié leur appartenance à l'Alliance Fleuve Congo. La Cour a donc remis l'audience ce vendredi à Kinshasa pour le plaidoirie. Suivez. Nos excuses pour ces désagréments. La Première ministre Judith Suminwa-Tuluka a supervisé la signature de contrats de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa et le mandateur public ce mercredi 24 juillet 2024 à Kinshasa. Cet accord vise à renforcer la gestion transparente des entreprises d'État conformément à la loi de 2008. Blaise Kouzola. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé ce mercredi 24 juillet 2024 la cérémonie des signatures du contrat des mandats entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille. L'objectif est d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants, conformément à l'article 17 de la loi 08/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Composé de 23 articles, les documents signés fixent la durée du mandat et déterminent le droit et obligations de chaque partie du contrat. À titre illustratif, le mandataire devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et à chaque fois que les mandants les requièrent. Il a également l'obligation de faire preuve d'une gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Quant au mandant, il doit s'assurer que les mandataires publics bénéficient auprès de la société dans laquelle il exerce son mandat d'une rémunération juste et digne ainsi que tous les avantages liés au mandat. À défaut, il doit y pourvoir. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans et peut être renouvelé en cas de nouvelle nomination dans les fonctions du mandataire public. Dans son mot des circonstances, la première ministre Judith Suminwa a salué la tenue de ces assises qui, selon elle, matérialise la volonté exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a replacé les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Il a par ailleurs souligné la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement.
Pour sa part, le ministre du portefeuille a interpellé les mandataires publics sur la bonne gouvernance pour atteindre le résultat attendu. À l'issue de cette cérémonie, un des mandataires s'est exprimé en ces termes. Le gouvernement est l'actionnaire unique, donc c'est le propriétaire de cette entreprise dans laquelle nous avons été désignés mandataires par le président de la République. Nous trace la ligne à conduire. Et nous prenons des engagements vis-à-vis de lui sur les procédures que nous allons respecter pendant le timing convenu pour atteindre les objectifs qui sont naturellement ceux de rentabiliser ces entreprises qui sont mises sous notre gestion en tant que président du conseil d'administration, administrateur, directeurs généraux, etc. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Parmi ceux-ci, le vice-premier ministre de l'économie nationale, de l'Intérieur et celui des Transports, mais également le ministre du Budget, de la Recherche scientifique ainsi que celui de la formation professionnelle. Autre chose, plus de 2 ans que la RDC est victime d'agressions dans les Kivu, 2 ans durant, lequel le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège. Pour certains analystes, il est temps pour les autorités congolaises de lancer un appel à la mobilisation générale, mais également décréter l'état de guerre afin de mieux faire face à l'agression. C'est le point de vue de Dadi Saleh, enseignant notamment à l'université de Goma. Le professeur Saleh estime qu'il est temps pour la RDC de cesser avec la diplomatie naïve. Il a été interrogé par Patrick Ilunga. Merci beaucoup pour tout et pour la question. Et il est vrai que l'état de siège qui est régi par l'article 85 de la Constitution vient de faire plus de 2 ans et pourtant c'est prévu 30 jours et qu'effectivement la République démocratique du Congo est en guerre. C'est un fait. Nous avons les Wazalendo, nous avons notre armée de FARDC que nous soutenons et nous sommes en train de nous battre. C'est-à-dire effectivement qu'on devait déjà être passé à l'article 86 de la Constitution, c'est-à-dire déclarer la guerre. Parce qu'en déclarant la guerre, nous allons mettre tout le moyen d'une façon légale et il ne s'agit pas du plan de guerre ou bien les plans de programmation militaire. Non, ça n'a rien à voir. La déclaration de guerre fait en sorte que nous allons cesser avec beaucoup de programmes qui arrivent à distraire effectivement le gouvernement, où on peut construire des routes, on peut faire tout ce qu'on fait, oui c'est vrai, mais si ce n'est pas dans le cadre de gagner la guerre, le Kinshasa risque d'être pris. Et nous sommes en train de construire des routes pour les rebelles, pour la balkanisation. Donc on doit connaître les priorités. Et comme le pouvoir législatif a bien éclairé au pouvoir exécutif à la première ministre, c'est que ça devait être le premier pilier. Et c'est le premier pilier. Et à ce moment-là, nous savons très bien que l'article 86, déclarer la guerre, donne le moyen pour que nous puissions nous battre. Nous félicitons effectivement le RAD, c'est-à-dire effectivement réserve armée de la défense, où là-dedans est inclus les Wazalendo et toutes les autres forces, parce qu'on a déjà félicité le FARDC, où effectivement avec l'article 63 de la Constitution, nous devons faire une mobilisation générale et nous battre comme un seul homme. On ne peut pas accepter de continuer de perdre éternellement, mais ça n'exclut pas la diplomatie. Il n'y a pas de contradiction entre la diplomatie, se voir avec même nos ennemis, entre se voir avec les Nations Unies, discuter, et nous être très forts. Il n'y aura jamais de contradiction. Mais c'est un peu une confusion qui semble être dans la tête de beaucoup de nos dirigeants, où on pense que la diplomatie, ou bien négocier, parler, signifie qu'on ne doit pas être fort sur le terrain. Non, mettons tout le moyen, avec les Wazalendo, avec le RAD, avec l'article 63, toute la population doit s'impliquer pour que nous puissions avoir 2 millions, 3 millions, 5 millions de Congolais prêts à se battre et en train de se battre et que nous puissions chasser une fois pour toutes le Rwanda, qui est notre ennemi dans ce sens avec l'Ouganda. Le Burundi ne semble pas être notre ennemi, ça semble jusque-là être un allié, mais tous les rapports des Nations Unies, de l'ANER, de nous, société civile, partis politiques, etc., prouvent à suffisance que nous sommes en guerre et que le Rwanda nous attaque. Dernièrement, les gens ont parlé des 4 000 hommes rwandais. Nous parlons de plus ou moins 20 000 hommes armés
rwandais qui sont sur le sol de la République démocratique du Congo et ougandais en train de nous combattre. Il faut qu'on cesse avec la distraction, ce qu'on appelle diplomatie naïve et une politique d'autriche. Parler, oui, mais nous devons plus nous battre et nous organiser pour ça. Nous devons faire peur à l'ennemi. Afin de prévenir les interruptions dans l'approvisionnement en carburant à la RDC et plus spécifiquement à la ville de Kinshasa, l'entreprise étatique Kobil SA a conclu un contrat d'affaires avec Jimo Property Limited pour la livraison et la vente de 30 000 mètres cubes de carburant chaque mois. La cérémonie s'est déroulée ce lundi 25 juillet à Kinshasa en présence de nos reporters Béni Fombo et Don Momat. De compétitivité et de rentabilité, Kobil SA, par l'entremise de son DG Placide Moutabunga, a procédé ce jeudi 25 juillet à la signature d'un contrat d'affaires avec la société sud-africaine Jimgo Property Limited, représentée par son DG Jurgens Pirnard. Les 10 contrats portent sur la livraison de 30 000 m3 mensuels de produits pétroliers, incluant carburant, essence pour jets et avions, ainsi que des lubrifiants. Ces produits seront commercialisés à Kinshasa, à l'est du pays et dans l'ancienne province du Katanga. Qui vont nous livrer des carburants plus ou moins régulièrement même, donc pour éviter des interruptions que nous cessons de connaître ici chez nous. Et nous avons estimé que si on livre 30 000 m3, nous allons envoyer à Lumbashi 10 000 et 20 000 peuvent venir à Kinshasa pour nos stations qui sont ici. Et lorsque nous parlons de 30 000 m3, ça nous fait plus ou moins dans les 30 millions de dollars. Et là, nous verrons les marges bénéficiaires par rapport aux charges de l'entreprise et les marges que nous allons bénéficier, nous allons partager ça entre les deux sociétés. Il a été précisé qu'une entreprise commune sera créée entre les deux sociétés avec un comité de gestion composé des représentants de deux parties pour assurer le suivi. Les bénéfices seront partagés, de même que les charges et la fiscalité. Ce contrat établi pour une durée de 2 ans pourra être annulé si l'une des parties les juge nécessaires après évaluation des résultats. C'est une société qui sera presque une joint venture, qui sera créée entre Koba appelé Kobil Jimgro. Et dans cette joint venture, il y aura un comité de gestion composé de 4 personnes de Kobil et 4 personnes de Jimgro qui vont assurer le suivi. De son côté, le DG de Jimgo a salué cette collaboration comme une opportunité exceptionnelle, soulignant la valeur partagée en termes d'exécution, d'innovation et de collaboration. Firstly, 2 things that brought us to Kobil. Number one, we've always, as Jimgro, been wanting to expand. Jimgro a l'intention de faire une extension. La première, oui, l'extension au monde entier en Afrique. Ça les a intéressés aussi à extendre leurs services au niveau de la RDC. Et puis deuxièmement, vu leur expertise, ils vont aider aussi Kobil, pourquoi pas, à avancer ensemble à travers ces contrats de joint venture qu'ils ont signés ensemble. Ce contrat est l'aboutissement d'un long processus qui s'étale sur près d'1 an. Sa signature est intervenue avec l'aval du ministère des tutelles en présence de tous les membres du conseil administratif ainsi que du PCA, Thierry Monsenepo. On va prendre cette information en bref, connecter la planète, explorer l'innovation numérique dans la conservation de la faune et de la flore. C'est le thème de la journée internationale de la conservation de la nature qui est célébrée chaque 28 juillet en République démocratique du Congo, pays solution. Les débats autour de la conservation de la nature battent son plein. Le pays semble écartelé entre l'accélération du projet d'exploitation des hydrocarbures d'un côté et de l'autre assumer pleinement son statut de pays solution. Le débat n'est pas près de retomber et nous ici sur ce plateau nous accueillons un expert pour en parler, Maître Djoka Songo. Bonsoir. Bonsoir Madame Patience. Maître Djoka Songo, vous êtes chargé des questions juridiques au sein de l'African Wildlife Foundation. Le 28 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de la conservation de la nature. Pour Monsieur Tout-le-Monde, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut comprendre du fait de la journée? En fait, la conservation de la nature, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est tout simple. Une définition simple, c'est que la conservation de la nature, c'est la protection ou la... En fait, je disais la protection, la conservation de la nature, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un concept très simple. En des termes simples, on peut entendre par conservation de la nature
la protection ou la préservation de l'environnement et des ressources naturelles pour les générations présentes et les générations futures. Mais cette définition suppose deux choses. D'une part, nous avons la gestion ou l'utilisation durable des ressources naturelles, mais de l'autre, nous avons aussi la protection de la biodiversité. Et par là, il faut comprendre la faune et la flore comme milieu naturel ou habitat naturel des espèces de faune. C'est en termes génériques ce qu'il faut comprendre par conservation de la nature. Maître Joe Kassongo, les concepts de conservation de la nature est forgé dans un contexte où la population sont confrontée à la pauvreté. Peut-on parler de la conservation de la nature à des communautés affamées? Oui, il est tout à fait possible de parler de la conservation même dans le contexte où la population est tellement ancrée dans la pauvreté, parce qu'il faudrait d'abord faire comprendre à cette population que les ressources naturelles sont épuisables. Alors, il faudrait que ces populations prennent des actions responsables pour que les générations futures ne souffrent pas de la pénurie des ressources naturelles. Et il faudrait aussi faire comprendre aux communautés que la gestion durable est la clé. Quand on parle de gestion durable ou d'utilisation durable, cela veut dire utiliser les ressources naturelles, là je vois la faune ou la flore, de telle sorte que l'on donne à ces ressources la possibilité de se régénérer. Et l'État doit aussi prendre des mesures. Et en l'absence de ces mesures, parce que quand vous lisez la loi, on dit que c'est l'État qui doit financer la politique nationale de la conservation. Et là où l'État ne le fait pas, lorsque nous amenons, nous comme acteurs de la société civile, amenons des projets d'appui à la conservation, nous développons maintenant des mesures qu'on appelle des mesures alternatives qui permettent à ces communautés-là de diminuer la pression sur les ressources naturelles, donc sur les forêts, pour que cette gestion de la faune ou des ressources naturelles soit vraiment durable. Quelles sont ces mesures justement? Ces mesures varient. Elles vont... Par exemple, à la population qui utilise des bois. Oui, pour ces populations-là, nous avons, tel que nous à WF, nous avons dans un site où nous travaillons dans le Bas-Zouélé, nous avons recruté des consultants qui ont appris à des dames comment fabriquer des foyers améliorés. Parce que ces foyers améliorés, c'est une sorte de brasero qu'on fabrique avec de l'argile, qu'on peut teindre aussi en noir. Ces foyers améliorés, au fait, diminuent de plus ou moins 40% la consommation de bois de chauffage et diminuent par la même occasion les pressions que les communautés peuvent porter sur les ressources forestières ou sur la forêt. Et en dehors de ces foyers améliorés, nous avons, par exemple, en termes de protéines animales, nous développons le projet de dotation de bétail, où nous apprenons aux communautés comment faire l'élevage pour que la pression sur la faune en termes de chasse diminue. Mais aussi, actuellement, nous avons aussi un autre projet qu'on appelle Village Enterprise ou Business, où nous donnons des microfinances aux communautés qui sont identifiées sur base d'une enquête socio-économique préalable qui est effectuée sur un territoire donné. Et à ces communautés-là, nous offrons des microfinances et nous les regroupons en termes de groupes de business, soit c'est 10 ménages, et au-dessus de chaque groupe de 10 ménages, nous mettons quelqu'un qu'on appelle un business mentor. C'est celui-là qui va suivre ces communautés sur comment utiliser ces microfinances. Ces finances-là ne sont pas remboursables à AWF. Mais nous nous assurons seulement que ces communautés-là se détournent de la forêt en faisant des activités économiques qui seront identifiées suivant leurs propres besoins. Maître, je reviens à vous en continuant avec l'actualité. Un nouveau rapport signalait une augmentation importante atteignant 8 millions de cas des infections sexuellement transmissibles, plus précisément la syphilis dans les zones d'Amérique et d'Afrique, avec 2,5 millions de décès chaque année. Selon un nouveau rapport de l'OMS, des mesures seront prises pour remédier à cette maladie. Maryse Boleli pour le détail.
Un nouveau rapport signale une augmentation importante des infections sexuellement transmissibles dans un contexte difficile de lutter contre la syphilis dans le monde. Les IST continuent de poser d'importants problèmes de santé publique, causant 2,5 millions de décès chaque année, selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé 2022-2030. La syphilis est une infection bactérienne qui se propage généralement par le biais d'un contact sexuel. Elle évolue par étapes et les symptômes varient en fonction du stade de la maladie et qui commence généralement par des plaies qui peuvent apparaître entre 2 semaines et 3 mois après l'infection, le plus souvent sur la poitrine, l'estomac, les organes génitaux, la paume de main ou la plante de pied. Elle est soignable avec la prise des antibiotiques prescrits par un médecin. De nombreuses régions en sont victimes. Les États membres de l'OMS se sont fixés un objectif ambitieux qui est de diviser par 10 le nombre annuel d'infections dues à la syphilis chez les adultes d'ici 2030, pour le ramener de 7,1 millions à 0,71 millions. Pourtant, les nouveaux cas de syphilis chez les adultes âgés de 15 à 49 ans ont augmenté de plus d'1 million pour atteindre 8 millions. Les plus fortes hausses ont été constatées dans la région des Amériques et la région africaine. Selon les dernières données de l'OMS, les décès par syphilis en République démocratique du Congo ont atteint 3,751 ou 0,57% de décès totaux, selon l'âge de taux de mortalité et de 1,79 par 100 000 de population en République démocratique du Congo. Le plus touché sont les personnes âgées de 16 à 50 ans. En Afrique, le Botswana et la Namibie sont en bonne voie pour éliminer le VIH, la Namibie étant le premier pays à soumettre un dossier en vue de l'évaluation de la triple élimination de la transmise mère-enfant, de la syphilis, du VIH et de l'hépatite B. L'incidence en os de la syphilis suscite de vives inquiétudes, a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom. Parmi les recommandations de l'OMS, renforcer l'accent mis sur la prévention primaire, le diagnostic et les traitements pour ces maladies afin d'améliorer la sensibilisation, en particulier aux IST. Dans les hôpitaux et centres de santé, certains médecins et autres personnels soignants commettent 2 erreurs médicales. Il peut s'agir d'une négligence ou d'une imprudence, un défaut d'information du patient, une erreur grossière de diagnostic, une erreur de traitement ou une erreur technique. Cela peut occasionner une invalidité, soit la mort de patients. La plupart de ces erreurs médicales demeurent impunies parce que certaines familles éplorées ne portent pas plainte. Qui dit la loi congolaise des erreurs médicales, joint par Rachel Missenga, Maître Pierrot Bakajika répond. Si dans le traitement on arrivait à ressortir ces erreurs-là, alors la responsabilité du médecin peut être engagée. Et quand la responsabilité du médecin est retenue, on arrive à conclure que s'il y a eu mort, c'est parce que tel médecin n'avait pas donné la dose qu'il fallait. Peut-être qu'il est allé au-delà de la dose ordinaire. Il a donné un produit qu'il ne fallait pas. En ce moment-là, le médecin engage sa responsabilité. Et celui-ci sera exposé à toutes sortes de poursuites, tant sur la voie judiciaire que sur la voie disciplinaire. Sur la voie judiciaire, lorsque un médecin commet des erreurs et que ces erreurs parvenaient à causer du tort à un patient ou encore emporter la vie d'un patient, on peut saisir le juge civil sur base de l'article 258 du Code des obligations qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui dommage oblige à celui duquel la faute est arrivée à le réparer. Alors, le médecin se verra être obligé de réparer le préjudice causé au patient ou à ses ayants droit. Et ce médecin peut être poursuivi aussi sur le plan pénal, admettant qu'il avait administré de produits toxiques dans le corps du patient et celui-ci mourait par exemple. Alors on peut le poursuivre sur le plan pénal. Et la loi numéro 18/35 du 13 décembre 2018 fixant le principe fondamentaux relatif à l'organisation de la santé publique prévoit à partir des articles 130 à 142 les sanctions pénales qui peuvent être retenues à l'encontre d'un médecin qui a eu à commettre des erreurs. C'est ça même le fondement des actions qui peuvent être menées contre un médecin ayant fait preuve d'erreur, d'ignorance, d'incompétence.
Mais aussi, ce médecin peut être poursuivi sur le plan disciplinaire. Le patient ou ses ayants droit peuvent faire une action auprès des autorités ordinales de médecins parce que, rappelez-vous, les médecins sont régis par un corps organisé. Et quand vous saisissez les autorités ordinales de médecins, le médecin ayant causé du tort à un patient peut être suspendu et peut même être déchu de ses fonctions. Je reviens à vous, maître. Que pouvez-vous répondre au gouvernement de la RDC, par exemple, qui a décidé, contre l'avis des organisations de conservation de la nature, d'envisager l'exploitation des hydrocarbures dans certaines aires protégées? Voilà. Au fait, ma réponse, elle sera toute simple. Et je vais beaucoup plus me baser sur les prescrits de la loi. Nous avons aujourd'hui une loi qu'on appelle la loi numéro 14/003 relative à la conservation de la nature. Cette loi promet au fait la protection de la faune ou des ressources naturelles en mettant en scène des mesures de protection pour justement conserver notre richesse naturelle. Et cette loi dit clairement dans son article 25 que toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation sont interdites dans une aire protégée. Mais seulement il y a une brèche que la loi ouverte, mais qui est aussi assortie de certaines conditions. Parce que si aujourd'hui on dit par exemple que la RDC est un pays solution, c'est grâce à nos forêts. Et la majeure partie de ces forêts sont celles qui se trouvent dans les réseaux d'aires protégées qui est géré par l'ICCN aujourd'hui. Et les réseaux d'aires protégées est régi par cette loi-là, qui interdit dans les aires protégées ces activités incompatibles. Mais il y a des mesures de dérogation à ces mesures de protection que la loi a fixées, mais seulement, on dit que ces mesures de dérogation ne peuvent être prises que pour d'intérêt général ou pour des raisons scientifiques. Mais aussi, il y a une autre condition, c'est que ces mesures-là doivent d'abord être l'unique option à prendre pour les cas précis, mais aussi elles doivent ne pas mettre en danger ou ne doivent pas mettre en danger les objectifs de conservation fixés par la loi et ne doivent pas nuire dans un état de conservation les espèces de faune et de flore dans leur milieu naturel. Mais aussi, ces mesures, avant qu'elles soient prises, elles doivent être assujetties à ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social. Donc, on ne peut pas s'élever aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait développement économique, qu'il y ait exploitation, mais seulement il faudrait que ceux qui sont à la base de ces projets démontrent que ces exploitations-là ne mettront pas en danger la survie des espèces sur base d'une étude d'impact environnemental et social qui sera menée de façon objective. Ok, AWF préconise la conservation de la nature dans une Afrique moderne. Une Afrique moderne, cela implique l'industrialisation. Comment concilier l'industrialisation et la conservation de la nature? C'est là d'ailleurs notre démarche en fait. Nous sommes une organisation qui veut concilier d'un côté la conservation et de l'autre côté le développement intégral de l'Afrique. Et c'est par là que l'une de nos trois actions, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une approche stratégique qui se décline en trois stratégies ou en trois actions. En anglais on dit leading for wildlife, living with wildlife and caring for wildlife. Donc prendre des décisions objectives pour la faune sauvage ou la vie sauvage, vivre en harmonie avec la faune sauvage et protéger la faune sauvage. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec les décideurs pour leur donner l'information nécessaire afin que les décisions que ces autorités-là vont prendre pour amener l'Afrique à se développer, à s'industrialiser, ne mettent pas en danger la biodiversité. Que ces décisions-là ne soient pas celles qui vont, soient celles plutôt qui vont permettre aux écosystèmes et à la biodiversité de se régénérer. Par exemple, il y a un exemple qui souvent notre CEO donne. Il y avait un président qui voulait construire un barrage dans un pays et il a indexé, il a identifié un endroit où il y avait la forêt pour construire un barrage. Construire un barrage, c'est bien. Ça va donner de l'électricité à la population. Mais il y a dit que si tu détruis cette forêt pour construire les barrages, il y aura une perturbation du cycle écologique.
Parce que c'est cette forêt qui fait en sorte qu'il y a une régularité des pluies dans les pays. Quand il n'y aura plus de pluie, tu manqueras de l'eau pour faire fonctionner ces barrages. Donc, il faudrait construire des barrages, mais il faudrait choisir un autre endroit. C'est en cela qu'on fait ce qu'on appelle le living with wildlife, parce qu'on fait un plan d'utilisation des terres pour affecter les terres selon les objectifs de chacune des composantes de la vie d'un homme. Merci Maître Joe Kasongo de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé des questions juridiques au sein de AWF. Merci beaucoup Madame Patience. Merci. On va poursuivre avec l'actualité, cette fois-ci avec la page internationale. L'Afrique du Sud est le deuxième exportateur mondial d'agrumes derrière l'Espagne. Dans le secteur, la filière orange est la principale contributrice aux recettes d'exportation. Le pays s'attend finalement à expédier 76,8 millions de cartons d'orange, soit 1,15 million de tonnes du fruit sur le marché international en 2024. Plus de détails avec Rachel Missinga. En Afrique du Sud, la filière agrumes s'attend finalement à expédier 76,8 millions de cartons d'orange, soit 1,15 million de tonnes du fruit sur le marché international en 2024. C'est ce qui révèlent les dernières projections formulées par l'Association sud-africaine de producteurs d'agrumes. Les stocks annoncés affichent une baisse de 8,6% par rapport aux prévisions de 84 millions de cartons formulés en début de campagne et signeraient une quasi-stagnation par rapport au volume expédié un an plus tôt. Pour expliquer ces revirements, la CGA met en avant les conditions climatiques défavorables qui ont affecté l'appareil productif dans certaines zones de production du début du mois de juillet. S'exprimant sur les sujets, Jean-Louis Pretorius, vice-président du CGA, estime qu'il n'y aura pas d'offres excédentaires d'orange au cours de la campagne 2024. Pour rappel, la dynamique de vente d'orange dans la filière sud-africaine est principalement portée sur la variété Valencia qui représente environ 70% des stocks expédiés. En 2023, Sambrado a fourni plus de 10% de la production nationale d'or au Burkina Faso. La mine exploitée par West African Resources devrait livrer moins d'or cette année avec une prévision maximale de 210 000 onces contre une production de 227 000 onces environ l'année dernière. Rachel Missenga toujours. West African Resources a publié le 24 juillet son bilan du deuxième trimestre 2024, annonçant une production d'or de 51 049 onces. La compagnie active sur la mine d'or Sambrodo au Burkina Faso se rapproche un peu plus de son objectif de produire 190 à 210 000 onces en 2024, soit 5,95 tonnes d'or au plus. Pour le premier semestre 2024, la production de la mine totalise 107 644 onces en légère baisse par rapport aux 113 009 onces du premier semestre 2023. Alors que les ventes d'or ont aussi diminué de 6% en glissement annuel pour s'établir à 101 954 onces, il faut noter que la hausse du prix de l'or depuis le début de l'année a permis de plus que compenser l'éventuel impact sur les revenus. Selon le calcul de l'agence Ecofin, West African Resources a en effet généré 224,19 millions de dollars des revenus au premier semestre 2024 contre 208,66 millions de dollars il y a un an. Pour rappel, Sambrodo est l'une des plus grandes mines du Burkina Faso. Avec environ 227 000 onces livrées en 2023, les projets de West African Resources a présenté 11% de la production nationale d'or au Burkina Faso cette année, soit 57,3 tonnes. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa.
Bonsoir, commençons cette revue de presse avec le procès Nanga avec Info 27 qui a titré « Corneille Nanga et ses complices face à la justice pour crimes de guerre ». La cour militaire de Kinshasa-Gombe en République démocratique du Congo a ouvert mercredi 24 juillet 2024 un procès qui marque une étape importante de la lutte contre l'impunité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce procès vise Corneille Nanga, le chef rebelle à la tête de Alliance Fleuve Congo et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que 25 autres individus dont 5 étaient présents lors de l'audience. Ces personnes sont accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, des accusations graves qui soulignent la brutalité des conflits armés dans les territoires de Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu. Toujours dans le même sujet, Forum des As renchérit en disant « Parmi les accusés figurent des personnalités de premier plan comme l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga Yobelo, ainsi que des leaders du mouvement rebelle M23 tels que Sultani Makenga, Willy Ngoma et Laurence Kanyuka. Des jeunes du parti présidentiel PPRD comme Adon Chaloué, Yannick Chisola et Henri Magui sont également poursuivis, de même que les députés nationaux Jean-Jacques Momba. Seuls 5 des 25 prévenus étaient présents à l'audience: Safari Bichori Luc, Samafu Makinou Nikez, Nanga Baskane Jean Ritins, Nkuba Chebandou Eric alias Malembe et Nkangia Nyamachabo Microbé. Les 20 autres sont considérés en fuite, écrit le journal. Sur un autre sujet, Info 27 titre « Gestion des entreprises, gouvernement et mandataires publics s'engagent à renforcer la bonne gouvernance ». La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé mercredi 24 juillet 2024 la cérémonie de signature du contrat de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, représentant l'État actionnaire, et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille. L'objectif est d'améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de ces sociétés pour des résultats performants. Ce conformément à l'article 17 de la loi numéro 8/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Composé de 23 articles, le document signé fixe la durée du mandat et détermine les droits et obligations de chaque partie du contrat. À titre illustratif, le mandataire devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et à chaque fois que le mandat le requiert. Il a également l'obligation de faire preuve d'une gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Le procès Corneille Nanga s'est poursuivi ce jeudi 25 juillet à la prison militaire d'Indolo. Pour cette deuxième journée, la Cour a procédé à l'audition des différents présumés en détention à Kinshasa. Puis l'Afrique du Sud s'attend finalement à expédier 76,8 millions de cartons d'orange, soit 1,15 million de tonnes de fruits sur le marché international en 2024. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.